Bon, on va commencer la séance de cet après-midi, qui est en français cette fois-ci. Comme ça, vous êtes bilingue. Ce matin, c'était l'anglais. Maintenant, ça va être le français. Demain, il y aura l'allemand, puis l'espagnol l'après-midi. Nous allons avoir le premier exposé par Patrice Geoffron, qui est professeur à l'Université de Paris-Dauphine et qui est directeur du Centre de géopolitique de l'énergie et des matières premières, qui va nous parler donc de l'aspect, je dirais, économique et politique des problèmes énergétiques. Il a travaillé, moi je travaille sur les matériaux intelligents et lui travaille sur les réseaux intelligents. Donc vous voyez, entre confrères, on va pouvoir se comprendre très bien. Et je vais le laisser donc parler du problème de l'énergie. Merci. Merci beaucoup. Merci pour ces quelques mots d'introduction très aimables et puis par ailleurs pour votre invitation. Pour un économiste qui représente les sciences dites molles, de se retrouver devant cette assemblée au Collège de France, c'est si on avait été dans la matinée, j'aurais dit que c'est un challenge. Donc c'est un assez beau défi et surtout sur cette thématique où mon objectif, ça va être d'apporter le regard, donc qui est un regard revendiqué comme celui d'un économiste sur ce que j'appelle la transformation dans la dynamique des systèmes énergétiques. Juste deux mots sur les activités que je conduis à l'Université Paris-Dauphine. Donc, comme ça a été dit, j'anime un centre de recherche qui est spécialisé en économie de l'énergie et qui a étendu tout récemment ses activités à une chaire qui est une chaire d'économie du climat. Et donc, on essaie de se situer à l'interface entre transformation énergétique et problématique du changement climatique. Donc, j'insiste, la vision que je vais vous proposer est celle d'un économiste. Donc, on va retrouver derrière mes quelques observations, toute une série de questions qui relèvent de mécanismes de marché, de prix, de leur efficacité ou de la limite de leur efficacité pour affronter les grands défis qui ont déjà été évoqués ce matin et qui vont nous occuper jusqu'à demain, qui se trouvent par ailleurs à l'évidence au cœur de l'actualité. Si on regarde simplement la situation au niveau européen, et là je deviens de plein pied économiste en l'espace de quelques mois, en se situant simplement depuis le début de l'année 2011, nous avons traversé la grande peur de l'augmentation du prix du pétrole. On a vu commencer à monter les prix de l'électricité, les prix du gaz, et puis on nous a parlé d'autres questions qui sont venues pas mal occuper notamment l'Assemblée en France, la question des gaz de schiste, leur exploration, leur non-exploration, c'est plutôt l'option qui semble se décider, et puis par ailleurs naturellement Fukushima, et on commence à voir s'opérer un certain nombre de transformations qui sont la conséquence directe de Fukushima dans l'espace, dans le mix énergétique allemand, avec très probablement des conséquences sur le mix énergétique français, etc., etc. Donc ce ne sont là naturellement que quelques propos introductifs, tout simplement pour indiquer que la perspective que je vais m'efforcer de développer devant vous, c'est, et de manière résolument schématique dans le temps qui m'est imparti, c'est d'une part de commenter cette notion de transition vers des sociétés sobres en carbone, encore une fois mon point de vue n'étant pas celui d'un chimiste ou d'un physicien, mais d'un économiste. Qu'est-ce que ça signifie pour un économiste, ce type de transition? Comment est-ce qu'on la mesure? Derrière tout ça, il y a toute une série de modèles. J'évoquerai en tout cas un certain nombre de perspectives. Mais pour balancer très rapidement, et ce sera mon deuxième point, sur les différents écueils qui, en termes économiques et politiques, qui pavent cette révolution nécessaire, qui est probablement plus avancée sur le plan des technologies à mettre en œuvre que sur le plan des outils économiques et des incitations économiques à mettre en œuvre pour amorcer cette transition. Première observation, j'avais 10 ans au moment du choc pétrolier, du premier choc pétrolier. J'étais très frappé par ce que je percevais à ce moment-là des débats. On nous parlait d'embargo, on nous parlait surtout de la fin du pétrole et plus globalement des énergies fossiles. Et en 1973, on avait un horizon qui est un horizon d'une trentaine d'années devant nous, qui aujourd'hui est en tout cas de l'ordre de la quarantaine d'années, mais ce qui est intéressant pour les besoins de la démonstration, c'est qu'on est bien plus loin dans les années 70, et on peut faire naturellement le même type d'observation pour le gaz, et étant entendu que dans ces statistiques, eh bien, ne sont pas intégrées les ressources en gaz de schiste qui pourraient conduire à multiplier par deux et demi peut-être
les ressources disponibles en gaz. Donc le problème posé, ce n'est plus celui, on a pu le croire assez longuement, mais c'est une perspective qui n'est plus crédible désormais, la finitude des énergies fossiles, ou en tout cas il en reste trop, pour dire les choses en des termes plus brutaux, et donc les économistes sont passés d'une orientation intellectuelle qui consistait à réfléchir à la manière de mieux utiliser les dernières gouttes de pétrole à une réflexion aujourd'hui qui est celle sur la meilleure manière de ne pas les utiliser. Donc c'est un basculement qui est tout à fait spectaculaire naturellement dans le monde des différentes sciences qui sont représentées ici, mais qui est également une évolution très très sensible pour les économistes. Et donc le dilemme auquel nous nous trouvons confrontés est de parvenir à faire que la tendance suivante, donc cette tendance suivante, c'est celle qui est décrite par l'Agence internationale de l'énergie, donc qui offre des perspectives même plus lointaines jusqu'en 2050. Donc là, dans le World Energy Outlook, donc qui est la publication de référence chaque année, on a en l'occurrence des perspectives jusqu'en 2035. Or, ce sont des perspectives d'avant Fukushima, mais globalement, le panorama n'est pas bouleversé par Fukushima et ses conséquences observables pour l'heure. Ce qui est intéressant, c'est d'observer que le haut des différentes énergies représentées, donc le pétrole, le charbon et le gaz continuent à croître très sensiblement, et en toute hypothèse va peser bien plus sensiblement que les énergies plus vertueuses qui se trouvent en bas, et en termes de CO2, on classe le nucléaire dans ce domaine. Donc on a devant nous une difficulté suraiguë, qui est la traversée de ces 2 décennies, durant laquelle ne seront pas encore disponibles des technologies qui vont probablement contribuer ensuite assez rapidement à sauver le monde. On peut penser, nous en parlions à l'instant, par exemple aux batteries. Le fait d'avoir économiquement des batteries qui permettent non plus, parmi les différentes énergies vertes, d'être uniquement en mesure de stocker de l'énergie dans les bassins, dans les barrages hydrauliques, mais de pouvoir stocker du solaire ou de stocker de l'éolien, tout ça pourrait constituer naturellement une rupture. Mais il est assez douteux que cette rupture, elle puisse intervenir, encore une fois, pour un économiste, c'est-à-dire modifier les marchés, modifier la demande en Chine, modifier le mix énergétique chinois ou le mix énergétique indien durant ces 2 décennies. Donc ces 2 décennies, ce sont celles de tous les dangers, parce que au-delà, l'arsenal des énergies, des technologies disponibles sera bien plus vaste, et certaines d'entre elles auront gagné en économie d'échelle, c'est-à-dire auront un prix d'implémentation plus réduit, mais ça ne sera pas le cas à court terme. Donc comment traverser ces 2 décennies ? Ces 2 décennies, pour faire une image, il faut imaginer que nous sommes, je ne sais pas, à la tête du camion dans le salaire de la peur. Ça exerce, c'est une image qui a marqué certains d'entre nous et qui est sans doute difficile à traduire. Je m'en excuse auprès de notre auditoire anglo-saxon. Voilà, donc il y a 2 décennies qui sont des décennies très très compliquées, et toujours donc dans les perspectives à long terme qui sont celles de l'Agence internationale de l'énergie, qui vont se traduire. Ce qui est intéressant, c'est ce qui se situe en haut. On voit que les pays dont les systèmes énergétiques sont les plus sophistiqués, donc pour faire bref, ceux de l'OCDE, sont ceux qui vont avoir la possibilité, pour les énergies dont la charge en CO2 est la plus élevée, à savoir le charbon et le pétrole, à les sortir progressivement de leur mix énergétique. Mais ça ne sera pas le cas. On a une croissance donc pour le charbon qui est celle dont la charge en CO2 pour produire de l'électricité en particulier est la plus élevée. La demande chinoise et la demande des autres émergents va continuer à s'exercer de manière très très dynamique. Et la compensation qui pourra s'opérer au sein de l'OCDE ne modifiera pas la donne, c'est-à-dire ne modifiera pas la tendance à long terme qui est celle de plus de fuel, plus de charbon et plus de gaz. Alors, naturellement, la question du gaz est une question qu'on peut mettre un peu à part, parce que si le gaz vient en substitution pour la production d'électricité, en substitution par rapport au charbon, si ça peut être le cas par exemple en Chine, eh bien on a un bilan en termes relatifs, en termes d'émissions de CO2 qui constitue plutôt un progrès.
Donc, les efforts que collectivement, au sein de l'OCDE, nous allons pouvoir faire dans ce scénario de l'AIE ne seront pas suffisants pour compenser la dynamique à l'œuvre au sein des grands émergents. De telle manière que l'équation climatique pour laquelle il faut trouver une solution revient finalement à parvenir à ce sommet, et ce sommet, eh bien, nous y sommes, et à opérer un virage très rapidement, en l'espace de deux décennies. Une fois qu'on sera en 2030, la poursuite le long de la pente ne posera pas les mêmes difficultés économiquement, parce qu'encore une fois, beaucoup plus de technologies seront à maturité, beaucoup plus de technologies pourraient être introduites sur le marché et économiquement soutenables que ça n'est le cas à l'heure actuelle, mais toute la difficulté, c'est de passer le col en quelque sorte, et on voit bien que c'est autour de ce passage du col que se jouent ces quelques années. Vous avez sans doute lu dans la presse de ces derniers jours que les émissions de CO2 de 2010 sont reparties à la hausse très sensiblement à l'issue de l'année 2009, qui avait vu une chute du fait de la crise. Et donc la tendance, le business as usual en quelque sorte, s'est remis à l'œuvre. Et donc nous avons cette relation délétère entre la croissance économique, dont nous nous réjouissons par ailleurs parce que nos emplois et les emplois des pays émergents dépendent de cette croissance, mais sa relation mécanique que nous ne sommes pas parvenus à dénouer pour l'heure avec plus d'émissions de CO2. Donc l'objectif de cette transition économiquement, ça n'est pas nécessairement une décroissance, même si la décroissance marche très bien pour émettre moins de CO2. L'année 2008, l'année 2009, qui ont été des années de récession, et notamment l'année 2009, encore une fois, ont vu la baisse des émissions de CO2. Mais le défi, c'est de parvenir à avoir en tout cas des modèles économiques qui restent riches en emplois, et riches en emplois de qualité notamment, qui permettent d'augmenter, d'assurer la croissance de continents qui en ont été démunis jusqu'alors, si je puis dire, comme l'Afrique, sans qu'on ait une croissance qui nous conduise vers des niveaux qui seraient insupportables par rapport aux objectifs de maintenir à la fin du siècle l'augmentation de la température à 2 degrés. Le consensus actuel, c'est que ça, en toute hypothèse, ça devrait d'ores et déjà être impossible, mais en tout cas à faire au mieux dans cette perspective. Alors la difficulté, dès lors qu'on va entrer dans des négociations, c'est que le point de départ des différents contributeurs aux émissions de CO2, ce point de départ est assez hétérogène, et qu'aujourd'hui, par exemple, un Américain émet 2 fois plus de tonnes de CO2, alors 3 fois plus pour les pays émergents, et puis 2 fois plus pour la plupart des pays européens. Et un des enjeux, si vous regardez la courbe en orange, c'est que la croissance chinoise, globalement, ne continue pas à s'accompagner d'une croissance individuelle dans les émissions de CO2 jusqu'à aller rejoindre la courbe américaine, mais qu'on ait bien ce plafonnement qui parvienne à s'opérer. Alors, au regard de cet objectif, comment fait-on ? Donc tout ça, c'est toujours l'Agence internationale de l'énergie qui fait tourner des modèles économiques. Donc derrière tout ça, il y a des hypothèses de prix notamment, et de prix relatifs des différentes énergies. Donc il y a le scénario du si rien n'est fait, du business as usual, qui nous conduit à 4, 5, 6 degrés peut-être à la fin du siècle. Et puis le scénario vert, donc qui correspond à la transition qu'on a décrite en termes d'émissions de CO2 auparavant. Et ce qui est intéressant, c'est d'observer ce qui fait la différence entre le scénario dans lequel rien n'est fait et puis le scénario de la rupture, et de la rupture, disons, verte, pour le dire rapidement. Et le point qui est tout à fait essentiel, c'est celui des gains en efficacité énergétique. Donc ce sont ceux que j'ai entourés en vert, et on s'aperçoit que les gains en efficacité énergétique constituent un outil aussi puissant que d'autres autour desquels la discussion a été énormément tournée au cours de ces derniers mois. Par exemple, la contribution du nucléaire au différentiel entre les deux scénarios est sensiblement plus modeste que les gains en efficacité énergétique. Donc les gains en efficacité énergétique, c'est ceux que nous allons pouvoir faire, notamment dans l'habitat, où on a des espaces de gains en efficacité énergétique qui sont absolument colossaux. Donc c'est la qualité de l'habitat et puis la qualité des équipements ménagers, etc. etc. Donc pour donner simplement quelques ordres
de grandeur. Alors, pour essayer de rester dans la gestion du temps, donc, si je résume, le dilemme qui se pose en termes économiques, c'est que l'organisation économique qui est issue de l'après-guerre et qui, avec des modèles qui ont été adoptés par les économies émergentes, eh bien, nous laisse sur la trajectoire délétère qui est la trajectoire rouge. La légitimité, si on s'efforce de raisonner en termes d'équité, la légitimité des Chinois, des Indiens à bâtir leur croissance sur des émissions de CO2 n'est pas moindre que celle que nous avons pu faire valoir en Europe et aux États-Unis jusqu'à maintenant. Mais si ce n'est que si la croissance se poursuit dans ces termes, eh bien, nous aboutissons à une apocalypse. Alors, à la fin du siècle, beaucoup parmi nous ne seront plus là pour l'observer, mais en tout cas, on ne peut pas se permettre de continuer sur cette trajectoire. Donc, il faut financer cette transition, et il se trouve que le financement de cette transition, et donc là, j'en viens à des considérations qui sont uniquement des considérations économiques ou des considérations de géopolitique, pose le financement de cette transition pose toute une série de problèmes. Alors, la première série de problèmes, c'est que dans les systèmes énergétiques qui, en particulier à l'intérieur de l'OCDE, ont été développés au cours de ces 20 dernières années, on a fait de plus en plus appel à des mécanismes de marché. Si on prend le cas de l'Europe, en Europe, assez généralement, on avait, il y a 20 ans, il y a 30 ans, beaucoup de monopoles publics dans le domaine de l'électricité, dans le domaine du gaz, un peu moins naturellement dans le domaine du pétrole. Et ce modèle avait été très efficace, en particulier dans la période de reconstruction à l'après-guerre. Mais la déréglementation qui s'est installée dans beaucoup de domaines, dans les télécommunications, dans le transport aérien, etc., eh bien, cette déréglementation, et le fait d'introduire des mécanismes de marché et de tabler sur les incitations des agences économiques à investir dans tel ou tel domaine pour moderniser les systèmes énergétiques, eh bien, ces mécanismes, on observe qu'ils ont des difficultés à s'implémenter de manière satisfaisante, notamment parce que dans le calcul d'investissement qui est fait par les investisseurs qui doivent, par exemple, réfléchir à l'opportunité ou non, dans telle région, de développer telle ou telle énergie renouvelable, il y a une variable qui est une variable essentielle, qui est celle du prix des énergies de substitution, qui sont assez généralement des énergies fossiles. Or, le prix des énergies fossiles, on doit bien admettre qu'on ne le connaît pas, on le constate a posteriori, on peut faire de beaux modèles pour l'anticiper, mais grosso modo, et je prononce ici une espèce de mea culpa collectif pour ma discipline, on est dans l'incapacité totale, par exemple, en 2015, d'indiquer si le prix du pétrole va, à cet horizon, se trouver aux alentours de $40, ce qui ne peut pas être exclu absolument. $40, c'est à peine derrière nous en 2009 pendant la crise, ou au contraire, si ce prix va monter structurellement, durablement, éventuellement jusqu'à $150. Et idem, naturellement, pour toute une série de prix des autres énergies fossiles. Donc, dans ce monde, qui est un monde aussi erratique, cette variable clé, ce prix directeur que doit être le prix des énergies fossiles, il est trop erratique pour que les investisseurs en tirent une bonne visibilité et puissent se déterminer dans leur plan d'investissement. Donc tout ça, c'est un problème qui est un premier problème suraigu. Le deuxième problème, c'est qu'on pourrait avoir un prix, et les économistes essaient de l'inventer, qui vienne donner de la cohérence à cette absence, à cette cacophonie. Et donc ce prix, ça pourrait être celui du prix du CO2. Alors le prix du CO2, vous savez qu'en Europe, nous avons un très beau marché de droits, qu'on caractérise assez rapidement de droits à polluer, donc qui sont des permis d'émission de CO2. Et le principe en est que la grande industrie, et tout cela est appelé à s'étendre dans les années à venir, se voit dotée de quotas, donc de niveaux limités d'émissions, et lorsque ce quota n'est pas atteint, eh bien, il y a la possibilité d'échanger sur un marché les quantités qui n'ont pas été émises. Et elles n'ont pas été émises parce que
le chimiste aura investi dans un nouvel appareil de production qui sera moins émetteur de CO2. Et à ce moment-là, ce quota, ce droit à émettre du CO2 qui n'aura pas été utilisé pourra faire l'objet d'un échange et donc concourir à la rentabilité du chimiste, pour rester sur cette idée qui aura été vertueuse. Alors c'est une idée qui est une idée théoriquement tout à fait intéressante. D'ailleurs, pour la petite histoire, elle a valu à un économiste qui s'appelle Ronald Coase le prix Nobel d'économie il y a quelques années maintenant. Donc c'est une économie qui a une idée qui a beaucoup de substance en termes théoriques, sauf que pour l'heure, on a beaucoup de difficultés à bâtir des marchés qui également envoient un signal clair aux investisseurs relativement au prix du CO2. Et comme le CO2, les émissions de CO2 est un problème global, naturellement, à terme, ce qui serait souhaitable, c'est d'avoir un marché mondial des émissions de CO2. Mais ce marché mondial des émissions de CO2 ne pourra être issu que d'un consensus géopolitique sur la manière collectivement d'affronter ce formidable défi. Et à ce graphique, on peut douter de la capacité que nous allons avoir collectivement à trouver ce consensus. Pour une raison qui est assez simple, si vous faites la somme des émissions de CO2 depuis le début du siècle précédent au sein de l'OCDE, on s'aperçoit grosso modo, donc on inclut le Japon, etc., eh bien que les émissions de CO2 issues de l'OCDE représentent 2/3 des émissions cumulées, alors qu'aujourd'hui l'OCDE représente 15% de la population mondiale. Donc lorsqu'on met l'ensemble de ces gens autour de la table, à Copenhague, à Cancun et ailleurs prochainement, il est assez difficile de trouver un point d'équilibre sur la répartition de la charge, parce que les Chinois, les Indiens, mais notamment les Chinois, ont effectivement quelques bonnes raisons de dire qu'il n'est pas temps pour eux de limiter très violemment leurs émissions de CO2, compte tenu, encore une fois, de ce qu'est l'historique dans ces domaines. Donc, pas de prix des énergies fossiles, en tout cas qui permettent de faire des prévisions et d'inclure dans le calcul d'investissement, notamment dans les énergies renouvelables, une visibilité dans ce domaine. On peut aboutir au même type de conclusion pour ce qui est du prix du CO2. Donc le prix du CO2, il est aux alentours de 15, 20, 30 euros la tonne, ce qui est un prix cohérent pour rendre rentable des investissements en termes d'efficacité énergétique, ce qui n'est pas encore suffisant pour rendre rentable des différents types d'énergie renouvelable ou d'évolution comme le CCS. Donc le CCS, c'est la capture et le stockage de carbone, et qui nécessiterait d'avoir des prix du CO2 plus élevés, en tout cas à ce stade de leur maturation. Donc pas de prix pour les énergies fossiles, en tout cas pas de prix stable, pas de prix du CO2, encore une fois, qu'on puisse introduire dans des modèles de calcul d'investissement sur les 10-15 années à venir, ce qui est un autre problème. Troisième problème dans l'agenda, le monde énergétique est et restera géopolitique. Tout ça n'appelle pas énormément de commentaires, puisqu'on a vu ce qui s'est passé tout récemment et qui n'est pas encore derrière nous dans les printemps dits arabes et les préoccupations sur le prix du pétrole qui ont surgi dans cette circonstance. Une autre manière d'illustrer tout ça, c'est d'une part d'observer qu'une proportion très très élevée du pétrole et du gaz, alors il n'y a pas dans tout ça le gaz dit non conventionnel, le gaz de schiste, mais en tout cas pour les ressources qui sont des ressources conventionnelles, eh bien on se trouve dans les pays qui sont des pays en rouge et qui ne sont pas nécessairement ceux au sein desquels les systèmes démocratiques sont les plus sophistiqués, ou les droits de propriété sont les plus sophistiqués, pour être un peu plus prudent. Donc forte concentration en dehors de l'OCDE des réserves dans ces différents domaines. Et puis il y a quelques points de fragilité sur cette map-monde, sur les exportations quotidiennes de barils. Vous avez par exemple 2 points de fragilité qui sont le détroit d'Ormuz et le détroit de Malacca, et qui pourraient, alors ils sont sous haute surveillance notamment de la marine américaine, mais qui pourraient être des endroits fragiles dans ce système en cas d'attentat terroriste. Alors, ce type d'attentat, eh bien,
encore une fois, se traduirait par une envolée ou une instabilité accrue de prix directeurs comme ceux des énergies fossiles, et donc renforcerait la complexité du calcul d'investissement dans ces domaines. Alors, on change là de registre en jetant un œil assez rapide, mais sur une question qui est absolument fondamentale et qui est mécaniquement liée à tout ce qui vient d'être dit jusqu'à maintenant. Ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'est que, je vais essayer de le traduire dans des termes un peu différents, le rythme naturel du progrès technique ne peut pas se mettre en œuvre, encore une fois, selon une trajectoire naturelle dans les systèmes énergétiques, parce que nous sommes sous la contrainte du changement climatique, et donc on doit faire sur 2 décennies peut-être un progrès technique et des investissements qu'on aurait étalés sur 3, 4, peut-être 5 décennies dans d'autres circonstances. Et ce qu'on est en train de comprendre, c'est que les agents privés, donc les entreprises ou les particuliers dans l'allocation de leur épargne, eh bien, ont aujourd'hui une visibilité insatisfaisante pour pouvoir réaliser spontanément ce type d'investissement. Généralement, lorsqu'on est dans ce type de situation, eh bien, on le fait appel à l'État, c'est sa fonction, d'aider à la recherche et puis d'aider à des investissements. Alors, une difficulté qui est apparue, qui s'est accélérée singulièrement au cours de ces derniers temps, c'est la montée de la dette publique. Alors, la montée de la dette publique, ça se traduit dans le vocabulaire commun par la notion de rabotage sur laquelle je reviendrai ensuite. Que s'est-il passé au cours de ces dernières décennies ? Eh bien, nous avons eu une montée chaque année, durant chaque décennie, de 10, 15 ou 20% de la dette publique dans les pays de l'OCDE. Donc la manière dont ça se mesure, assez classiquement, c'est en pourcentage du PIB, donc du produit intérieur brut. Si on prend la décennie 70, à l'intérieur de l'OCDE, eh bien, on avait à peu près une demi-année de création de richesse qui équivalait à la dette publique. Et aujourd'hui, on est à peu près à une année. En moyenne, on est aux alentours de 100%. En France, on doit être aux alentours de 85%. Et on est naturellement dans un système à l'intérieur duquel le refinancement de cette dette publique fait l'objet de contraintes nouvelles pour les Européens, et c'est le cas de la plupart d'entre nous, et pour les Américains aussi. On voit bien que la pression qui s'exerce aujourd'hui par les marchés financiers sur l'observation de la qualité de la dette publique n'a rien à voir avec ce qu'elle était dans les années 70 ou dans les années 80, et singulièrement en Europe du fait de la crise de l'euro. Donc, d'où le hiatus. Si on regarde la transition entre la fin de la décennie 90 et la fin de la décennie 2000, on a une augmentation là de 15 points de PIB, qui est le résultat mécanique de la crise financière de la fin des années 2000, qu'on aurait pu imaginer d'utiliser très différemment, et notamment pour accélérer cette transition énergétique. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on a beaucoup de difficultés à le faire. Donc le maître mot en Europe, en tout cas, c'est la notion de rabotage. Donc la notion de rabotage, c'est notamment celle qui s'applique au fait de réduire les avantages fiscaux qui étaient adossés au développement de telle ou telle technologie d'énergie renouvelable. En France, on a eu un débat assez récent, mais pas uniquement en France, sur le photovoltaïque. Eh bien, le lien global qu'on peut faire, c'est avec cette montée des eaux, si on peut dire, en matière de finances publiques. Donc voilà toute une série. Donc vous vous souvenez que donc ce qu'on devait évoquer ensemble durant cette deuxième partie, c'est l'analyse que peut faire un économiste des pavés, des différents écueils qui se présentent. Malheureusement, ça n'est pas fini. Quatrième ou cinquième pavé, je ne sais plus. Nous ne sommes pas sortis de la crise, et peut-être que cette observation, on pourra continuer à la faire après 2015. Alors, je ne suis pas là pour faire du catastrophisme, mais pour essayer de regarder avec, disons, un certain degré d'objectivité, la complexité d'un monde globalisé. Et la complexité d'un monde globalisé, on l'a vu entre 2006 et 2009, c'est qu'on peut, en l'espace de quelques années, avoir une météo économique qui se bouleverse considérablement, sans qu'on ait d'outils de météorologie qui permettent de l'anticiper et de se couvrir contre ce type de risque.
Alors, tout ça est naturellement très très problématique et nous ne sommes pas à l'abri de voir apparaître à nouveau ce type de phénomène durant la décennie dans laquelle nous sommes. Alors, ce que je vous dis là est non seulement une évidence, mais a probablement un caractère un peu trop général pour être intéressant dans nos discussions. Il y a juste un détail qu'il nous faut observer. Donc, ce que nous avons là, c'est la progression en térawattheure, la progression de la consommation mondiale d'électricité. Et cette consommation mondiale, c'est une courbe qui est absolument magnifique parce que, bon an, mal an, et en dépit du premier choc pétrolier, du deuxième, de différentes récessions, etc., de la crise asiatique, la crise dite asiatique qui a tout de même été un choc considérable à la fin des années 90 sur l'économie mondiale, en dépit de tout ça, on a eu tout le temps, continuellement, une croissance de la demande mondiale d'électricité, à l'exception de 2009. Et tout ça s'est traduit également par un choc assez violent sur la demande de gaz, et notamment la demande de gaz par les industriels. Tout ça pour dire, et si à nouveau nous nous forçons à l'exercice qui est celui de l'investisseur, et donc l'investisseur, une entreprise, ou éventuellement un particulier qui veut mettre une partie de son épargne en achetant des actions de telle ou telle entreprise du secteur énergétique, eh bien on a là des variables qui sont importantes. Le prix des énergies fossiles, je l'ai évoqué, le prix du CO2 ou l'absence de prix du CO2, mais également la demande. Et donc cette demande, eh bien on était jusqu'alors dans un modèle dans lequel, bon an, mal an, la croissance de cette demande était assurée, et on a ce contre-exemple qui durablement va s'inscrire dans l'esprit des investisseurs, ce qui est également assez problématique. Et enfin, toute dernière observation avant quelques mots de conclusion, et puis naturellement, je serais très heureux de pouvoir consacrer les 8 ou 10 minutes que nous aurons épargnées collectivement à discuter avec vous. Alors, la complexité, jusqu'à maintenant, encore une fois, je l'ai évoqué dans des termes qui sont des termes assez généraux, qui sont celui de l'investisseur, et donc de la question que l'investisseur peut se poser sur l'intérêt d'acheter, je ne sais pas, des parts d'EDF Énergie Renouvelable, par exemple. Ou pour une entreprise, pour EDF Énergie Renouvelable, de dire je vais souscrire, je vais m'engager dans l'appel d'offres pour de l'éolien offshore, etc., etc. Mais il se trouve que le défi, et c'est un défi naturellement pour les différentes disciplines qui sont représentées dans cette salle, mais également pour les économistes, ça n'est pas simplement d'implanter des fermes éoliennes, mais c'est de modifier la structure des sociétés. Nous parlions tout à l'heure en aparté des réseaux dits intelligents. Alors, qu'est-ce que sont les réseaux intelligents ? Alors, lorsqu'on parle de réseaux intelligents aux gens d'EDF, généralement, ça les fait sauter en l'air parce que les réseaux électriques qui ont été conçus après l'après-guerre, à l'après-guerre, étaient déjà des réseaux dotés de beaucoup d'intelligence, et singulièrement en France, puisqu'on a grosso modo un très bel appareil électrique. Mais il va falloir faire la révolution dans ces réseaux, parce que ces réseaux, si on veut réussir cette intégration, ces réseaux devront transporter, je vais dire les choses schématiquement et ne me prenez pas au pied de la lettre, devront transporter à la fois de l'électricité, mais également de l'information. Alors, naturellement, dans des réseaux qui vont être des réseaux parallèles ou en utilisant les réseaux de télécommunications existants. Pour quelle raison ? Parce que, encore une fois, là, on a une schématisation d'une petite ville telle qu'on pourrait la trouver dans nos différentes contrées dans 10 ou 15 ans. Eh bien, organiser un système électrique qui intègre l'ensemble de ces éléments, c'est beaucoup plus compliqué que ça n'était le cas jusqu'à maintenant, notamment en France, dans lesquels on a une vingtaine de centrales atomiques, une soixantaine de réacteurs nucléaires, on a des grands réseaux de transport, on a plutôt de l'électricité que l'électricité produite en continu, en base. Mais si on modifie ce système en mettant beaucoup d'énergie intermittente, d'une part, en mettant par ailleurs beaucoup de véhicules électriques, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle, on modifie les nécessités qui pèsent sur ce type de système, et on ne peut pas le faire fonctionner sans avoir en temps réel des informations qui soient mises à la disposition de l'ensemble des parties prenantes, et notamment des consommateurs. Nous avons une caractéristique commune dans cette salle, c'est que nous sommes très probablement tous
consommateurs d'électricité, nous avons tous à la maison un compteur électrique et très généralement, nous ne connaissons pas le prix de l'électricité. Nous pouvons le connaître en regardant nos factures, mais nous n'y sommes pas confrontés et de toute évidence, en tout cas dans le système français, nous ne sommes pas conduits à modifier nos comportements en fonction du prix de l'électricité et par ailleurs du prix du gaz. Et la révolution qu'il va falloir opérer, c'est une révolution dans laquelle on va devoir mettre les consommateurs en présence de données sur le prix de l'énergie qui est consommée. Aujourd'hui, très paradoxalement, le seul prix de l'énergie que nous connaissions, c'est le prix de l'énergie à la pompe. On y est très sensible d'ailleurs, notamment dans les niveaux de prix qui sont les niveaux à l'heure actuelle, mais nous ne connaissons pas, on pourrait faire un test d'ailleurs dans cette salle, nous ne connaissons pas généralement le prix du kilowattheure qui nous est vendu, où on en a une perception qui est une perception. Voilà, donc cette révolution, c'est une révolution dans laquelle il va falloir faire circuler de l'information à l'intérieur de ce système, notamment pour avoir des informations relatives au prix de l'électricité, et ce prix étant appelé à être beaucoup plus flexible que ça n'a été le cas jusqu'à maintenant. Prenons un exemple. Aujourd'hui, selon que nous consommons de l'électricité aujourd'hui à 14h50 dans cette salle, c'est-à-dire très probablement une électricité qui est uniquement nucléaire, ou selon que dans cette même salle, une conférence sera organisée le 22 décembre à 19h30, la probabilité qu'il y ait une petite proportion, ou même une proportion significative, d'électricité qui parvient jusqu'à nous, qui a été produite en Allemagne à base de gaz, à base de charbon, pour l'instant, ça n'a pas d'impact et nous n'avons pas la connaissance de cette information. Si on veut modifier les comportements des consommateurs et les comportements par ailleurs des citoyens dans ces domaines, il faut les mettre en présence d'informations sur l'énergie qu'ils consomment et avoir des mécanismes d'incitation qui soient mieux designés que ça n'est le cas à l'heure actuelle. En économie, c'est ce qu'on appelle la question du prix dynamique, du dynamic pricing, pour faire réagir les consommateurs. Donc tout ça va supposer une réorganisation assez sensible des collectivités humaines à l'intérieur desquelles nous vivons. Et toute dernière observation, alors tout ça est illisible, mais c'est fait pour, donc je vais vous résumer. Vous avez là toute une série de villes. Alors pour en citer quelques-unes, Houston tout en haut, vous avez Tokyo en bas à droite, vous avez Ho Chi Minh City quelque part à gauche. Et c'est une manière de représenter la diversité des grandes métropoles internationales. Et alors, comme les économistes ont tendance à raisonner un peu à gros traits, la manière de raisonner à gros traits que nous avons utilisée ici est la suivante. Vous avez ici une échelle de la richesse par tête. Cette richesse par tête, donc, c'est le PIB par habitant. Et puis, vous avez par ailleurs la proportion des déplacements dans une ville qui se font en engins motorisés individuels. Donc, quand vous êtes à Houston, eh bien, on est pratiquement à 100%. Quand vous êtes à Tokyo, on est aux alentours de 30%. Donc, un des enjeux, mais c'est une manière d'illustrer différemment ce que j'ai indiqué juste auparavant, une des questions qui va se poser, notamment pour toutes les métropoles qui se trouvent sur la gauche, c'est-à-dire avec un PIB par habitant, donc une richesse par individu qui est plutôt limitée à l'heure actuelle, c'est de voir quelle trajectoire va être adoptée. Est-ce que ce sont les trajectoires, disons, européennes, dans lesquelles on a des villes plutôt denses, avec un fort recours à des modes de transport qui sont des modes de transport collectifs, qui de plus en plus vont être des modes de transport électriques, ou est-ce qu'on va se retrouver sur un modèle extensif dans lesquels, eh bien, des modes de transport individuels, si vous êtes allé tout récemment au Vietnam par exemple, eh bien, le Vietnam est en train de progresser plutôt sur la ligne rouge que sur la ligne orange ou sur la ligne bleue. Deux mots de conclusion. L'objectif que je m'étais fixé, c'était de partager avec vous des doutes, parce qu'encore une fois, la seule capacité que je puisse avoir personnellement au travers des travaux que nous conduisons, c'est à partager ces doutes plutôt qu'à proposer des solutions, notamment parce que les économistes ont vocation à proposer une boîte à outils et non pas des solutions clés en main.
Et ce qui me frappe dans l'actualité la plus récente, c'est qu'on a, à l'heure actuelle, en Europe, pour ne parler que de l'Europe, une absence de politique énergétique. Je vais prendre un exemple qui va pointer l'Allemagne, mais qui, encore une fois, pourrait aussi bien s'appliquer à la France dans d'autres circonstances. La décision qui est prise en Allemagne de sortir du nucléaire, de la même manière que celle qui est prise en Suisse, ou celle différente qui est prise en Grande-Bretagne de modifier leur modèle économique, leur modèle énergétique, sont des décisions qui ont été prises uniquement sur des bases nationales. Et qui pourtant sont des décisions qui mettent en œuvre des interdépendances. La décision prise par les Allemands, c'est mécaniquement plus d'importation de nucléaire français en moyenne, mais c'est aussi moins de disponibilité des centrales à charbon allemandes ou des centrales à gaz allemandes au moment où les Français peuvent en avoir besoin, et c'est le cas assez régulièrement. Donc on se retrouve là dans toute une série de décisions qui sont plutôt des décisions prises sur une base nationale. C'est également la question du gaz de schiste qui est abordée encore une fois uniquement sur une base nationale, alors que c'est une question qui notamment pourrait modifier très sensiblement les relations entre les Européens et certains de leurs voisins, notamment en regardant vers l'Est. Et donc ce que l'on peut souhaiter, c'est que, alors modestement en France, dans les mois à venir, nous ayons un débat qui soit un débat de politique énergétique, mais que les traités européens soient modifiés de telle manière que la question énergétique ne soit plus pour l'essentiel l'objet, un outil dédié en quelque sorte à la souveraineté nationale, mais qu'on ait bien une réflexion en commun sur la manière d'optimiser nos systèmes énergétiques et d'affronter tous ensemble le formidable défi qui se dresse face à nous. Je vous remercie beaucoup.